discussion et un échange autour du gravel. Je vous en prie, prenez place. Du coup, le gravel, on en parle beaucoup ces derniers temps. Et donc l'idée, c'était aujourd'hui de proposer à ceux qui le veulent, à ceux qui le souhaitent, de partager des expériences avec des gens qui le pratiquent depuis longtemps, qui pour certains en vivent, et en tout cas qui savent en parler très très bien. Alors sans plus attendre, je vais passer la parole à tous les gens qui sont là autour de cette table et qui vont se présenter les uns après les autres et parler un petit peu, déjà un petit peu de leur vision de cette pratique du gravel. Et puis je me présenterai à la fin. Alors, je me présente et j'explique. Ok, donc Brice, concepteur des vélos caminades, donc essentiellement gravel. Donc du coup, je vais me permettre de donner la première définition. Pour moi, le gravel, c'est le VTT d'il y a 30 ans. Sauf qu'avant, on n'avait pas les tubeless, on n'avait pas les freins à disque, on n'avait pas le monoplateau, on n'avait pas les bons matériaux. Mais je pense que le gravel, c'est l'histoire du VTT d'il y a 30 ans. Donc ça permet d'augmenter le champ d'action, de sortir de la route, d'aller sur les chemins, les pistes, de prendre du plaisir. Donc je pense qu'on est en train de réécrire l'histoire du VTT. D'autant plus que le VTT a atteint le mauvais côté de la berge, je vais le dire doucement, avec le VAE. Donc voilà, je pense qu'on est en train de réécrire l'histoire. Bonjour à tous, moi c'est Simon, du coup je fais partie du collectif PCR Gravière. On est basé à Paris à la base et on se concentre surtout sur des voyages à vélo, des rides gravel. Et voilà, et du coup nous c'est plus centré sur l'aventure, les voyages et les longues distances. Et voilà, et si je dois donner ma définition de gravel, ça rejoint un peu ce que disait l'ami, mais c'est surtout voilà, c'est le champ des possibles qui a augmenté en fait. On catégorise moins, nous on parle même pas de gravel d'ailleurs, on parle surtout des hybrides. Parce qu'on aime bien ce côté-là, justement, que genre, le choix de matos ne soit pas imposé, que ce soit du vieux VTT, au gravel, au tout suspendu, en fait tout est possible parce qu'on parle de terrain en fait. Donc il y a vraiment cette adaptation du gravel, pour moi ça dépend de la région et du rider, donc il y a vraiment beaucoup de choix possibles. Voilà. Bonjour, je m'appelle Patrick Van den Bosch, donc je gère le site Bike Café, je suis journaliste, je connais quelques articles sur le gravel dans différents magazines. Donc pour moi, j'ai pas du tout la même vision de Brice parce que j'ai aucun historique VTT, donc une référence. J'ai fait du vélo dans les années 70, donc ça vous donne un petit peu une indication de mon âge. Et donc j'ai découvert ce vélo de façon, je dirais presque intuitive. Arrivé à Aix-en-Provence, il fallait que je décode un peu de mon nouvel univers. Je dirais que le gravel, c'est plutôt un esprit finalement, un esprit relativement tolérant. On a parlé tout à l'heure, Simon a dit on peut rouler comme ci, comme ça, avec n'importe quel vélo. Et c'est ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les autres catégories de vélos qui sont très clivantes, je trouve. Et donc, moi, je laisserais tomber cette référence VTT. Je dirais qu'aujourd'hui... Ah, pardon. Oui, donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt un outil de découverte, de rêve, d'aventure. Ça peut aller tout à fait jusqu'à un vélo qui est capable de traverser la Patagonie un peu avec du backbiking et jusqu'à un vélo dont on sert un petit peu le dimanche pour aller en randonnée vers chez soi. Et ma baseline sur mon site, c'est le vélo est une aventure. Et je dirais que l'aventure, c'est pas forcément de traverser la Patagonie, ça peut être simplement le petit bois derrière chez soi qu'on fait sur un vélo qui va bien, qui permet d'aller sur un chemin quand on a envie d'aller sur un chemin, sur une route quand on a envie d'aller sur une route. Voilà de ma vision du gravel. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je m'appelle Kostia Chara, je représente la Mountain Bikers Foundation. Nous sommes une communauté nationale de VTTistes qui agit pour un développement durable et responsable du VTT. Concrètement, notre communauté agit localement pour l'entretien des sentiers, pour leur officialisation en lien avec les collectivités, les autres acteurs de l'espace naturel. Et nous, au niveau national, on a aussi une action auprès des institutions pour une place durable du VTT. C'est comme ça qu'on travaille avec les ministères, l'ONF, etc., toutes ces institutions. Le gravel, puisque c'est le sujet, c'est pas chez nous en tant que tel un sujet. Ça peut peut-être le devenir, je ne sais pas, selon le développement de la pratique. Néanmoins, ce qu'on applique à tous les types de VTT, c'est bon aussi pour le gravel. Ce qu'on dit nous, c'est soyez acteurs de votre pratique et pas simplement consommateurs d'un sentier. Soyez aussi acteurs des lieux de pratique.
Et on le voit chez les chasseurs, les randonneurs, etc. Cette notion-là est importante et le regard qu'ont les autres acteurs de l'espace naturel sur les VTTistes, il est lié à ça. Est-ce qu'on consomme juste un sentier ou est-ce qu'on participe à la vie du sentier? Voilà. On parlera plus en détail des lieux de pratique du gravel ensuite. Donc pour finir, moi c'est Sylvain, j'ai créé avec Brice Caminade. C'est vrai que le gravel occupe une place centrale dans nos préoccupations en tant que pratiquants. Et le premier intérêt qu'on y voit, c'est la liberté. Vous avez une machine et vous partez, vous faites ce que vous voulez, vous allez rouler où vous voulez, vous prenez un bout de route, rentrer dans un bois, et que vous habitez dans une grande agglomération, à Paris, Lyon, Bordeaux, que vous soyez ici dans des super régions comme ça, ou peu importe. C'est vraiment le vélo qui autorise tout et qui a réapporté, je trouve, un côté ludique qui manquait dans certaines pratiques, qui avaient tendance un peu à s'enfermer, avec un même monotone, comme la route peut l'être parfois. Là, c'est vraiment le plaisir avant tout. Voilà, la pratique ludique. Très bien, merci à tous. Alors du coup, moi je ne me suis encore pas présenté. Maxime Brunand, je suis responsable de la catégorie route chez Mavic. Et évidemment, la route s'est élargie aujourd'hui sur ce qu'on appelle communément, en tout cas en France, le gravel, qu'on a décrit nous sous le nom All Road au travers de nos produits. Pourquoi All Road? Ça nous paraît effectivement, au départ c'est quand même un vélo de route que l'on a hybridisé, pour reprendre un petit peu les mots de Simon tout à l'heure, et un vélo qui permet de faire beaucoup plus que juste rouler sur des routes goudronnées, mais de prendre tout autre type de route, qu'elle soit goudronnée ou non, et qu'elle soit large ou étroite. C'est du single track, pourquoi pas, sans aller jusqu'à faire du VTT, quoique là on pourra toujours parler des limites de tout ça. Donc pour nous effectivement on y voit là-dessus un grand avenir, parce que c'est effectivement une manière pour le cycliste de sortir de ses habitudes de toujours les mêmes parcours, d'être toujours au contact du trafic, des automobiles. On sait que c'est un petit peu compliqué parfois, et donc avoir un vélo plus polyvalent lui permettra, quand il en a un petit peu marre, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du chemin qui part à droite là, et puis du coup d'agrandir son terrain de jeu. Maintenant qu'on s'est un peu tous présentés, alors on prend les questions au fur et à mesure. S'il y a des questions dans l'assistance, n'hésitez surtout pas. On vous laissera la parole au moment où vous le souhaitez. Moi j'ai une question pour Patrick, pour commencer, puisque tu as abordé tout à l'heure la notion d'esprit. On va parler beaucoup d'esprit gravel, alors c'est peut-être un petit mot un petit peu galvaudé, mais en tout cas il y a sûrement derrière un état d'esprit, une manière de pratiquer qui est différente de celle du vélo de route traditionnel. Effectivement, je pense, quand je disais esprit, c'est pas Saint-Esprit, attention, il n'y a pas l'auréole au-dessus de la tête, du casque, du mec qui fait du gravel. Donc on est sur un esprit, je voudrais prendre un parallèle que je pense assez souvent pour caractériser ce qu'est le gravel. J'ai autrefois fait de la compétition de course à pied, de la route. Et un jour est arrivé le trail. Vous vous en souvenez, vous voyez ce que c'est devenu, vous voyez ce qu'est l'UTMB un petit peu, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et je dirais que c'est... Enfin, je fais souvent cette comparaison parce que moi je courais avec des petits shorts en satin à l'époque, des petits coups de vent, et puis un jour je me suis retrouvé au Templier, là-haut, dans la neige, et je me suis dit, mais putain, mais c'est joli, quoi, c'est magnifique, j'ouvre les yeux, je regardais plus mon chrono, alors que j'étais un staccanoviste du chrono, quand j'étais sur la route, je fonçais comme un con. Et là, j'étais d'un seul coup ébahi par le spectacle qui s'offrait à moi. Et donc le gravel, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé à Aix, je suis parti sur un sentier du côté de l'IB1, j'ai vu la Sainte-Victoire, mais j'ai vu sur un angle différent. Et ce que je dis aussi, c'est que quand on est sur la route, en voiture ou en vélo de route, on voit un paysage d'une certaine façon. Il suffit de s'écarter de 200 ou 300 mètres. On a parlé de sécurité tout à l'heure, les voitures, c'est vrai qu'elles de temps en temps, elles fouchent, elles passent à peu près. On fait 200 ou 300 mètres et on voit le même paysage sous un autre angle. Et c'est ça le gravel, c'est une façon aussi de redécouvrir sa région, de donner un nouvel angle de vision à ce que l'on découvre. Alors l'esprit, je ne sais pas si c'est la traduction de l'esprit, ce que je viens de te dire, mais enfin pour moi, et quand je croise un autre cycliste sur le même sentier que moi, des fois un VTTiste sur les sentiers du Ventoux, comme on l'a fait récemment, mais qui dit mais qu'est-ce que vous faites là avec un guidon comme ça? Mais c'est quoi ça? Ben, voilà, puis après bon, on discute, et voilà, l'esprit passe. Quoi. Voilà ma définition de l'esprit gravel. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou poser une question? Tu as parlé effectivement de gens qui sont un peu surpris de te voir avec ton guidon.
qui a priori pas le même que celui d'un VTT, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les sentiers ou petites aventures. Justement, je vais passer la parole soit Sylvain, soit Brice, comme vous voulez, pour que vous me décriviez un petit peu votre interprétation, vous, d'un vélo gravel, pourquoi vous avez développé un vélo comme ça, et quelles sont les spécificités de ce vélo qui lui permet d'être aussi bien à l'aise sur la route que dans les chemins. Je commence par le guidon du coup. C'est vrai que certains utilisateurs ont un guidon Gordini, je ne sais pas si avec du carrossage. C'est juste pour avoir la largeur d'un guidon VTT en fait. C'est dans les descentes, ça permet d'avoir plus de prise au guidon et maîtriser mieux le vélo. Le guidon de route, parce que ça ressemble à un guidon de route, il a l'avantage d'être multi-position. Ce qu'on avait perdu sur le VTT finalement. C'est fini, les barènes, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Pourtant, c'est intéressant pour le dos et la nuque de varier la position. Donc ce guidon-là, nous, c'est celui qu'on préfère pour faire du gravel. Après, on n'est pas sectaire, si quelqu'un veut un guidon plat, on le met, mais on l'avertit, attention, guidon plat, on ne peut pas varier les positions, sauf à varier la position des mains vers l'intérieur de la potence, et c'est pas très efficace. Donc voilà pour le guidon. Un vélo gravel, ça doit être simple et confortable. Donc le confort, on sait comment l'obtenir depuis très longtemps. Il y a des matériaux qui sont confortables, c'est pas les gens de Victor vont dire l'inverse, l'acier est confortable. Le meilleur matériau le plus confortable, c'est le titane. C'est avec lequel on peut faire les vélos les plus légers, les plus confortables. On n'en voit pas beaucoup des vélos titane, bon, depuis que tous les vélos sont d'abord en alu et en carbone. L'alu, c'est à proscrire en gravel, je pense. Moi, c'est mon point de vue. Après, il y a des alus très souples mais qui ne se soudent pas, donc on en rediscutera quand on fera des vélos comme ça. Mais pour l'instant, il faut qu'un vélo soit confortable. Et le confort, c'est le cadre. C'est peut-être pas la première chose, le cadre en confort, c'est les pneus. On est ici, vous avez développé chez Mavic les premiers pneus tubeless. Je pense que ça, c'est une énorme avancée dans le confort. Et si à 30 ans, j'avais eu des pneus tubeless sur mes vélos, peut-être j'aurais réfléchi avant de mettre des suspensions. Donc je pense qu'un vélo gravel ne doit pas avoir de suspension. Ça revient au premier point que j'ai donné, la simplicité. Donc dans la simplicité, on a aussi la transmission. D'avoir un vélo monoplateau, c'est la simplicité. Moi, je suis un peu couillon quand je roule, et quand les vitesses sont dans l'ordre, c'est mieux, Donc tout ça, ça permet d'avoir un vélo simple, confortable. Je ne vais pas m'étaler après sur notre propre vision du confort, parce que chacun a la sienne, mais voilà, confort égale performance. Si on rajoute la simplicité, on n'est pas loin du gravel. Après, bien sûr, on peut tout faire. Nous, on fait tout avec le gravel. On fait de l'enduro, on fait du bikepacking. Le vélo gravel, ça doit être aussi, voilà, moi j'ai tous les vélos dans mon garage, y compris des motos. L'avantage du gravel par rapport à tous les autres, c'est que je sais que je vais pouvoir tout faire avec. J'aurais pas d'a priori en me disant, mince, il y a une route, ça me fait chier, j'avance pas. Il y a un sentier, je vais pas pouvoir descendre, je fais partout. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le matériel? Solide, évidemment. Mais bon, comme tous les vélos, non. Voilà. Ils sont tous homologués normalement, mais oui, solide, bien sûr. Bon. Fiable, on va dire fiable. Très bien, merci Brice. Pas ici dans le micro qui va filer. Du coup, ouais, tu nous as bien décrit comment devait être le vélo, le cadre, ta vision des choses, le guidon aussi, et puis les roues et les pneus, parce que finalement c'est ce qui est en contact avec le sol. Donc on va demander à quelqu'un de Mavic de nous expliquer un peu leur vision sur la roue. Je m'en charge alors. Alors du coup, ça va aller. Du coup, nous effectivement, on rejoint cette vision-là du vélo qui doit être à l'aise partout. Un vélo qui doit bien se comporter sur la route, qu'on n'ait pas l'impression d'être scotché. Quand on prend son VTT pour faire de la route, quand on a l'habitude de la route, on est quand même bien collé au goudron, donc c'est quand même pas agréable. Mais on veut aussi que quand on va aller dans un chemin, on ait du confort, on ait de la traction, du grip, et une bonne protection contre la crevaison. Donc évidemment, comme Brice l'a mentionné, le tubeless c'est primordial pour éviter les crevaisons par pincement, pouvoir rouler à plus faible pression. Et puis aussi parce que le tubeless, même sur la route, offre une plus faible résistance au roulement. Ensuite, quel type de pneus choisir? On entend de tout, 30, 35, 40, 650, par des pneus encore plus larges, 45, 47, 50. Alors là aussi, ça va être une manière de s'adapter au terrain. Et donc là, chacun verra un petit peu où il roule dans sa région. Je pense que j'en ai tous un terrain de jeu différent. Nous, dans les Alpes, puisqu'on vient d'Annecy, on a un terrain de jeu qui est très cassant, qui va être plein de rochers, de cailloux, de racines. Et donc,
personnellement, ma montre préférée, c'est un gros en 650 avec une bonne capacité d'absorption, mais un pneu relativement lisse pour pouvoir bien rouler sur la route, sur le goudron. Sur le vélo qui est ici par exemple, là on a fait un soir en 700 par 40, donc c'est 40 c'est la largeur du pneu bien sûr, et donc un volume d'air qui est relativement important par rapport à un vélo de route classique, mais avec du crampon pour lui permettre de bien passer quand le terrain va être un petit peu plus humide, un peu boueux. Donc ça voilà, et puis après on peut aller sur des sections un peu plus fines quand ce sont des pistes plus larges, moins cassantes, moins boueuses également. Et donc là, il y a toute la gradation possible. On trouvera sur la gamme-matique qui est exposée ici, que vous pourrez voir. Quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus ou une question? Vous êtes calme, vous êtes très timide. C'est pas grave parce que moi j'ai des questions en plus à poser. Ici, on voit un vélo qui est assez pur, assez léger. Ah, pardon. Moi, je vais poser une question forcément un petit peu poil à gratter, même si c'est. Alors, en l'occurrence, je ne partage pas du tout la question. Je l'ai posée de nombreuses fois, donc je la pose pour voir quel est votre point de vue à vous. Finalement, quelle différence entre un gravel et un cyclocross? Moi, je vais passionner les autres. Merci, Sébastien. Non, la grosse différence entre un vélo cyclocross et un gravel, je dirais que ça vient surtout au niveau de la géométrie. En fait, c'est des vélos qui ne sont pas destinés du tout au même effort. Le cyclocross, on va être sur des efforts intenses d'une heure, avec du portage, on a besoin que ce soit léger, que ce soit réactif et rapide. Tandis que le gravel, on va pas potentiellement pédaler plus longtemps, mais en tout cas, c'est des vélos qui sont faits pour pas se fatiguer en fait. C'est le confort en fait, ça y revient, mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau par exemple de la hauteur du boîtier de pédalier, de la position sur le vélo, on va être beaucoup plus agressif. Donc en fait, ça rejoint presque un vélo de route en termes d'attaque, tout ça. Alors que le gravel, justement, on est volontairement plus pâteau, volontairement plus smooth en fait. Et ça revient à ce qu'il disait, c'est une question de confort. En fait, on peut pas pédaler pendant 10 jours sur un CX. On peut, mais on a mal, je pense. Mais donc voilà. Oui, après sur la géométrie, quand j'entends le mot pâteau, on peut faire un vélo confortable et nerveux. Il faut juste y passer du temps, c'est tout, pour le concevoir. Voilà. Il y a des choses à faire, mais bon. Mais la géométrie, c'est la bonne réponse. Simon parlait de confort, pouvoir rouler longtemps et sans trop se fatiguer. Justement, derrière nous, là, il a apporté son vélo aussi, qui est chargé comme une mule de ce qu'on appelle le bikepacking. C'est-à-dire qu'il y a un vélo sur lequel on a mis pas mal de bagages. Alors est-ce que Simon, tu peux nous décrire un petit peu plus et expliquer un petit peu quel est le but d'un tel engin? Alors pour ce vélo-là, nous, ce qu'on pratique, c'est pas mal d'aventures sur plusieurs jours, donc communément backpacking. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des grandes traversées plutôt typées VTT, donc, et de créer ces maps en fonction pour les graveliser, ce qu'on dit graveliser. Donc l'idée, c'est d'être complètement autonome sur un vélo pendant plusieurs jours, donc on a besoin que ce soit confortable, qu'on puisse rouler quand même assez longtemps, et on a besoin de charger aussi tout le nécessaire pour dormir, manger, et globalement pour vivre pendant une semaine sur un vélo. Donc on se retrouve avec beaucoup de sacoches où finalement l'orgueil est assez simple, on a tout le matos pour dormir derrière, tout ce qui est batterie, le nécessaire pour charger les GPS, tout ça, et juste des fringues devant en fait. Donc on se retrouve avec ça et ça devient un peu ta petite maison pendant une semaine, et voilà. Et après en effet on a, comme il disait Maxime, on a des pneus un peu plus larges en fonction de la préférence. Moi je sais que quand je roule chargé j'aime bien avoir de la traction parce que forcément le vélo est plus lourd, donc on fout des pneus en 650B, on va être de ça. Et voilà, et on se retrouve avec des vélos un peu, comme je disais, un peu hybrides parce qu'on va confondre un peu entre un VTT ou un gravel, mais ça reste un vélo juste pour pédaler longtemps et juste un vélo d'aventure en fait, on appelle ça. Voilà. Juste sur le bikepacking, moi qui observe ce marché depuis 4 ans, cette année ça a été vraiment l'année du bikepacking. On l'en voit partout, vous voyez les sacoches ici sur le salon, chez tous les fabricants. C'est un marqueur important de compréhension pour vous que cet outil, ce vélo, est devenu un accessoire de voyage important. Aux États-Unis, c'est traditionnellement on scratch sa sacoche et on part le week-end sur son vélo qu'on utilise quotidiennement. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui est en train de se passer, sous une autre forme, parce qu'on a l'esprit français et qu'on part à la découverte. On ne refait pas les congés payés de 36, mais bon, on va se déplacer comme ça, s'offrir des vacances sympathiques, ou des week-ends sympas, ou des grandes traversées comme le Paris chez le Racing Club, et ça c'est formidable. Et donc pour les chemins, peut-être que le bikepacking donne
Ouais, je pensais pas forcément spécifiquement au bikepacking, mais c'est vrai que les lieux de pratique du gravel, il y a une bonne partie quand même de chemin large, et c'est vrai que nous, on n'a pas tant de problèmes dès lors qu'il y a des chemins larges. Évidemment, il peut y avoir aussi des singles, mais il y a la réflexion que j'ai au niveau des lieux de pratique qui pourrait être intéressant à développer, c'est lors de la dernière loi montagne, la loi montagne 2, elle a été revisitée, on nous a dit on va étendre la servitude qui était que pour les pistes d'alpin, on va l'étendre au domaine nordique. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire du tourisme 4 saisons en montagne, on ne va pas faire que de l'hiver. Surtout qu'une zone nordique, il y a des hivers où elle est très peu ouverte. La saison se réduit de plus en plus et il y a du matériel, il y a des accès, des balisages, des routes qui sont entretenues pour arriver aux portes du site nordique. Il y a un foyer, il y a un bar et plein de choses et qui tournent maintenant entre 2 et 3 mois selon les sites, pas tant que ça. Et on leur dit qu'il faut faire quelque chose l'été, alors on va étendre la servitude de la loi montagne aux zones nordiques. Et nous en VTT on dit oui, zone nordique, bon, allez un peu pour le cross-country, peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais c'est vrai que tout ce qui est tendance enduro, le montagne, tout ça, c'est beaucoup du chemin large en zone nordique, c'est très plat. Il n'y a pas vraiment forcément de clientèle VTTiste. Et je ne sais pas si pour le gravel ça pourrait être quelque chose, des sortes de portes d'entrée, de points forts, de points d'étape, parce qu'il y a tout autour une logique touristique qui est déjà développée. Il y a la loi qui permet maintenant d'encore plus sécuriser ces lieux de pratique et de les développer, et avec une volonté touristique de développer de l'action autour de ces portes d'entrée, de développer de l'action toute l'année et pas seulement l'hiver. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose sur le VTT où il n'y a pas de répondant pour le moment, mais il y a peut-être quelque chose à développer en termes, je pense, de développement touristique de l'activité. Il y a peut-être quelque chose à faire avec toutes les zones de moyenne montagne notamment sur ces sites-là. Voilà, c'est la réflexion que j'avais, pas spécifiquement pour le bikepacking, mais bon, ça peut... Ouais, merci. Ça permet en effet de rebondir aussi sur où pratiquer le gravel, parce que bon, la route on connaît, un VTT il y va partout, mais le gravel on peut être un petit peu effrayé de temps en temps. Pour le coup, tu parlais de sites nordiques, c'est effectivement très adapté. Les endroits où nous on a l'habitude d'évoluer en montagne, pour le coup, le plateau des Glières, station de ski de fond, le plateau du Revard, station de ski de fond, ce sont des endroits particulièrement adaptés, les chemins sont larges, la déclivité est correcte et souvent c'est relativement abordable, donc tout le monde peut aller faire une piste bleue, une piste rouge de ski de fond, mais aussi pendant la hors-saison, quand il n'y a pas de neige. Autour d'ici, on roule beaucoup, je crois, sur les pistes DFCI par exemple. Ce sont des pistes qui sont très faciles d'accès et qui permettent d'évoluer en bonne sécurité sans avoir la proximité des voitures, et ça c'est vraiment très agréable. Un truc sur les parcours, parce qu'effectivement on parle beaucoup de nature, mais la polyvalence de ce vélo permet aussi d'aller sur des friches industrielles, d'aller... On est comme des garnements, hein. Le gravel c'est une famille bordélique, hein. On fait ce qu'on veut, on passe où on veut, et on redécouvre des choses, même dans des friches industrielles, qui sont absolument géniales. C'est des endroits où on n'ose pas s'aventurer, mais du coup, comme en vélo, on dit bon bah si il y a des mauvais garçons, on donne un coup de pédale et on s'éloigne. Mais c'est un outil extraordinaire pour découvrir des choses qu'on a oubliées. Et du coup, on redécouvre l'histoire aussi, parce que finalement, d'aller sur ces fameux sentiers que j'évoquais tout à l'heure, qui sont un peu parallèles aux routes et qu'on a oubliés, il y a des sentiers qui allaient à une fontaine autrefois, parce que c'était là qu'on allait chercher l'eau. Il y a des sentiers, on allait au moulin, moudre son grain. En fait, ça nous rappelle aussi de l'histoire. Ça nous rappelle les anciens. Donc, enfin bon, voilà, je rajoute ce complément-là, parce que on n'est pas que sur des sentiers balisés, il faut aussi être effronté de temps en temps et se permettre, grâce à ce vélo, d'être un petit peu aventurier, quoi, quelque part. Ouais, j'allais rebondir justement sur le mot, tu as dit s'aventurer dans des endroits qu'on ne connaît pas. Effectivement, quand on est à VTT, généralement on n'aime pas rouler sur la route, donc on essaie de faire un maximum de pistes qu'on connaît. Quand on est sur la route, on se dit on ne peut pas aller dans les chemins parce que le vélo ne va pas résister. Ce vélo gravel qui est un peu à l'intersection des deux va permettre justement d'aller sur la route et d'être bien sur la route, mais de pouvoir aussi prendre des sentiers, d'aller découvrir autre chose, de partir à l'aventure, même si c'est une aventure à 10 km de chez soi, hein. Quand on dit aventure, c'est pas la peine d'aller en Patagonie, comme tu le citais tout à l'heure, mais simplement de redécouvrir des endroits dans lesquels on n'allait pas avec notre vélo de route parce qu'on n'en croit pas capable, ni avec notre VTT parce que c'est pas très intéressant, un double suspendu avec des gros pneus sur un chemin roulant, pas très très fun. Finalement, ce gravel permet justement de faire la jonction entre ces deux mondes, et à mon sens, c'est ce qui en donne tout l'intérêt.
tu parlais de VTT sur les chemins roulants. Il faut voir que la majorité des pratiquants qui font du VTT restent sur les pistes. Donc, c'est vrai qu'on leur donne des vélos, des gros vélos avec des grosses suspensions pour leur donner du confort, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas leur donner juste le vélo qui correspond à leur pratique, un vélo qui est léger, confortable et qui permet de rester sur les pistes. Parce que là, le Roc d'Azur, c'est peut-être une mauvaise image, puisqu'il y a du sentier, les gens viennent faire du sentier, mais quand on va le dimanche, nous, on fait beaucoup de VTT aussi, il y a beaucoup de gens, la majorité, qui restent sur les pistes. Ils n'ont pas le bon outil pour leur passion. Bonjour, moi je suis Fred. Donc ça fait 1 an que je fais du gravel. On s'est déjà vu sur une sortie au mois d'avril. J'avais un sobre. Ouais, dans les morts. Donc on est en train de développer au niveau de l'Estérel. Moi j'habite Fréjus, hein, on est plusieurs. On essaie d'agrandir le cercle et on roule de long en large dans l'Estérel, hein, jusqu'à Théoul, on monte jusqu'à Calas, etc. On roule principalement sur des DFCI. On a la chance d'avoir des DFCI ici qui sont relativement bien entretenus, hein, par rapport aux incendies. Et dès que les DFCI sont trop défoncés, le département vient les niveler. Donc on a la chance. Mais c'est vrai qu'on partage peu de gravel encore dans l'Estérel, beaucoup de VAE, hein, ça c'est une grande majorité, c'est un peu dommage. Et puis pas respectueux, parce que dans l'Estérel, on a des parcs, il y a des parties écologiques où logiquement on n'a pas le droit d'aller. Les gardes forestiers sont tolérants jusqu'à un certain degré. Moi j'évite de rentrer dans ces zones écologiques, mais il y a de la trace partout, hein. Et puis bon, il y a d'autres problèmes aussi, parce qu'on retrouve des bouts de chambre, des bouts de pneus, on trouve des barres de céréales, des papiers, etc. Et c'est pas sympa ça. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont du coin, on cherche à élargir notre cercle, hein. Il y a Denis qui habite pas loin, nous on s'était vus, et puis on a organisé, j'ai organisé en... Vous avez pas des flyers ? Non, j'ai organisé en février une sortie, bon, et on va essayer d'en organiser d'autres dans l'Estérel pour vous faire découvrir le coin. Mais de l'autre côté, pas du côté rock, donc voilà. Non, je voulais juste rebondir tout à l'heure sur... on parlait justement de la différence entre un VTT et un vélo de route pour aller sur tous les chemins. Et je pensais à des épreuves américaines comme le Green Duro. Qui finalement, en fait, on se retrouve avec un classement, c'est des courses en fait, qui sont organisées, une sortie de 80 km par exemple, et on va avoir que quelques segments qui sont chronométrés. Donc il y a une descente sur un single track, une montée, une portion de route. Et en fait, juste pour dire qu'en fait c'est vraiment très complet comme épreuve et que ça permet de savoir un peu quel vélo tester. Et on se rend compte que le premier et le deuxième n'ont pas du tout le même vélo. Le premier il est sur un VTT, le deuxième il est sur un gravel plutôt orienté CX en 700 avec des pneus assez fins. Et en fait c'est ça qui est assez magique avec cet outil, c'est que genre on choisit en fait avec le gravel ce qu'on veut privilégier. Est-ce qu'on veut des gros pneus pour être confort? Est-ce qu'on veut un peu de la performance quand même sur la route? Et en fait il y a toute une jauge qui est assez agréable avec ça, c'est qu'en fait personne n'aura le même outil parce que personne n'a les mêmes besoins, le même terrain et tout ça. Donc voilà. Très bien, alors Kostia va rebondir par rapport à l'utilisation de l'Estérel, des pistes DFCI et de leur respect. Et ça s'adapte aussi peut-être ailleurs d'ailleurs. Ça vient d'être acté, enfin c'est pas encore officiel, mais c'est acté. L'Estérel va être labellisé Grand Site de France, donc il y a tout un schéma qui va être mis en place derrière. Donc effectivement il y a une RBI, réserve biologique intégrale, qui est totalement interdite. Nous, avec notre association et notre antenne locale, plutôt qui s'appelle l'antenne MBF Var Estérel, on participe à toutes ces réunions pour faire évoluer le schéma d'utilisation des différents sentiers, des zones de protection. Quel est vraiment, alors nous on nous demande quel est les lieux où vous pratiquez, donc on a plein de traces GPS qu'on leur a données, on travaille ensemble. Et c'est vrai que ce serait bien qu'on ait aussi dans ce groupe-là l'image du gravel et des pratiquants gravel, et que vous nous donniez un petit peu votre avis pour participer à ces réunions, parce que c'est vrai que du coup l'image qu'ont les représentants du massif de l'Estérel, c'est de dire bon, les VTTistes c'est ces représentants-là qui utilisent que du single, que du sentier, et finalement il faudrait qu'ils aient conscience qu'il y a d'autres pratiques et qu'ils ont aussi leur place dans le massif. Donc ça serait bien si vous pouvez être mis en contact, on peut en parler après.
Très bien, merci. Tu parlais de partager des circuits et de se rencontrer. Alors Patrick, justement, tu me relançais là-dessus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés pour faire du gravel, mais c'est un peu intimidant la première fois. On ne sait pas trop où aller, comment pratiquer. Donc comment, Patrick, toi tu connais un petit peu tout ce milieu-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on peut trouver de l'aide? Encore une fois, aujourd'hui on est au Rock d'Azur et cette grosse machine qui est ASO démontre que le gravel peut devenir quelque chose qui permet de nous rassembler en proposant des épreuves. Donc depuis 3 ans, le Rock d'Azur organise le Rock Gravel. Donc c'est une première, et je pense que c'est pas la dernière. En France, quand vous regardez, il n'y a pas encore de calendrier, mais pour reprendre ma comparaison avec le trail tout à l'heure, le calendrier est un petit peu en train de se constituer avec déjà des épreuves classiques, comme il peut y avoir dans le Nord, Malteni Bootlegger sur les pavés du Nord, donc avec ces particularités de ce terroir nordiste. Il y a la résistance donc dans les Alpes, Altadoir, et on trouve comme ça des épreuves qui sont quasi officielles, où il y a effectivement une participation, une cotisation. Et puis il y a miraculeusement le petit génie Strava, avec tous ces groupes qui se créent, et ces gens qui tracent des itinéraires, qui sont des férus de traces. Alors je vois qu'il y a quelqu'un de Garmin, donc, parce qu'on ne peut pas dissocier aussi le gravel du GPS. C'est aujourd'hui l'outil essentiel quand on fait, je ne sais pas, tu peux me dire le contraire, mais je pense que quand vous faites vos tracés au Paris à Racine-Chine, en fait c'est des parcours un petit peu préparés quand même, on trace, on suit cette trace, une sorte de fil d'Ariane. Donc en gros, aujourd'hui, c'est en train de naître et ça monte par la base. C'est vrai qu'on en parle peu, le gravel ici on le voit de plus en plus, quand même chaque année ça monte en puissance. Mais ça apparaît sur les réseaux, quoi. Donc c'est un mode de développement par le réseau social, par les regroupements. Viens, je t'emmène sur mon parcours. Moi, je suis allé dans les morts avec Simon, on a roulé à l'invitation de quelqu'un qui organisait une sortie dans les morts. On en organise du côté d'Arles, donc j'ai un copain, Dame de Rosine, qui est très actif dans cette région, qui propose plein de parcours. Donc voilà, ça se fait comme ça, un peu sur réseau, et ça se développe, et je pense qu'aujourd'hui c'est bien parti. Et puis on a Chilkoot, je l'aperçois Luc là-bas au fond, peut-être que tu veux venir nous parler un petit peu des épreuves que tu organises, et je vois de main tendue. Juste pour répondre par rapport à la demande. Je réponds juste à la question par rapport à Garmin et au produit GPS. C'est quelque chose qu'on a déjà identifié nous, chez Garmin, et donc on a déjà l'intégration de la notion d'une activité en gravel. Et puis on travaille énormément à la mise à disposition de notre parcours, justement, donc géolocalisation de la personne, sélection depuis le GPS du parcours, gravel, cyclisme ou VTT, et donc les GPS maintenant sont capables de fournir des itinéraires en fonction de la distance du dénivelé qu'on va obtenir. Et puis on a aussi intégré une dernière option dans nos GPS l'année dernière avec le 1030, qui est la possibilité de le charger, parce que du coup quand on part sur des épreuves qui sont très longues, le problème c'est l'autonomie. Et donc on a la possibilité maintenant de fixer une batterie supplémentaire sous le GPS qui lui donne une durée de 4 charges supplémentaires, et en même temps de pouvoir charger son smartphone. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on étudie de très très près, et on a déjà intégré des fonctionnalités qui seront pour les pratiquants du gravel. Super, merci beaucoup. Justement, Luc, sur ces événements, je crois que tu n'as pas de fléchage et chacun se débrouille avec son GPS justement après avoir tracé sa map. Bonjour, donc moi je suis Luc Royer, qui s'appelle Chilkoot, et depuis maintenant, pour certains peut-être vous aviez découvert un article qui avait fait un petit peu de bruit en 2015, ça s'appelait Pour une poignée de gravel, on avait fait Cuneo Monaco, on était parti à 7, j'ai un passé d'alpiniste. Donc j'aime beaucoup un peu aussi explorer les montagnes. Alors par rapport, tout à l'heure on parlait un peu d'esprit, moi je serais pas dire que le gravel c'est, on va dire, un art de découvrir. J'ai une passion pour les cartes, pour les itinéraires, pour la montagne, pour les gens. Je trouve que le vélo est un formidable outil pour rapprocher, faire découvrir. Donc j'aime bien, je suis pas très chrono, voire pas chrono du tout. Et ce que j'aime, c'est qu'au niveau des événements, donc il y a beaucoup d'histoires, donc soit des histoires liées je sais pas, même au Tour de France, aux grands découvreurs. Cette année d'ailleurs on propose au niveau de Chilkoot une collection qui s'appelle, une collection d'événements, je prends ce terme-là parce que c'est quand même à chaque fois des histoires, qui s'appelle l'Endurance, en référence à Shackleton, qui a fait une exploration polaire dans les années 10.
Et on s'apprête dans 3 semaines d'ailleurs à partir faire une tentative de traverser à une période qui est très chilcote, qui est un peu l'approche de l'hiver. On va essayer d'ouvrir une route de gravier entre Briançon et Chamonix. C'est pas garanti, mais on va essayer. On part à 15. Peut-être qu'un jour ce sera un événement où il y aura 50 ou 100 personnes, mais enfin en général on va rarement au-delà. Et voilà, moi j'aime bien partager, rencontrer, et en général, d'ailleurs on a quelques échanges, et je vais rencontrer d'ailleurs aussi Parachil Racing qui fait de très belles choses, leur grand voyage chaque année, enfin voilà, une certaine philosophie. Moi j'aime beaucoup cette dimension que le vélo peut permettre de créer des choses, évidemment de créer des rencontres, et puis créer des itinéraires, découvrir, créer des amitiés. On se connaît aussi un peu évidemment avec Patrick, avec Dan de Rosy dont il a parlé, et Darl Gravel. Et voilà, il y a ce côté un petit peu communautaire, on prend un peu plus de temps, on regarde, et je remercie ma vie qui a y compris, parce que ça c'est très important, le vélo doit avoir du sens. Aujourd'hui on échange, chacun porte ses mots. Oui, il y a le business, ça c'est évidemment très important, mais sans sens ne fait rien, quoi. Et voilà, il faut donner de la matière, de l'histoire, raconter, partager. Et voilà, Mavic a y compris dans sa gamme, dans ce qu'il propose. Et aujourd'hui, dans cette table ronde, on trouve cet aspect-là de réfléchir aux évolutions des pratiques. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit, pardon, j'ai pas mémorisé ton prénom, mais on n'est pas là juste pour consommer un chemin, quoi. On est là pour le respecter, le découvrir, le faire partager avec le sens et l'essence. Merci, pardon. Merci. Merci Luc. Je trouve que ça fait une belle conclusion. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. Ouais, monsieur? Juste une petite question technique. Je ne comprends pas pourquoi le guidon plat n'est pas homologué en gravel. Parce que tout simplement, moi, je suis sur le gravel depuis 6 mois, j'en rêvais et je n'avais pas l'occasion d'acheter un vélo de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé mon VTT, qui au bout du compte faisait 10,5 kg, des fois aménagé avec des pneus gravel, et j'ai trouvé que c'était assez efficace. D'ailleurs, je ne sais pas si Simon s'en souvient, c'est le VTT noir. C'était pas mal, hein, pour un gravel, ça marchait bien. Et du coup, j'ai acheté un gravel. Et j'en suis content, et également, mais je trouve que le guidon plat m'apportait une sérénité au niveau de la prise de main. Donc je me disais que si ça serait une façon, en homologuant le guidon plat sur le gravel, d'amener tous les VTTistes à découvrir le gravel, et peut-être s'y mettre un jour. Parce que justement, il y a ce blocage au niveau, je pense, de la validité du guidon plat lors d'événements où ils ne sont pas autorisés. Non mais c'est une question très simple, pourquoi vous n'avez pas acheté votre gravel avec un guidon plat? Parce que simplement, par exemple, si tu peux t'engager à la course de gravel, ben, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé où? Demain, par exemple. Mais est-ce qu'on vous aurait vraiment interdit de prendre le départ avec... Et la drogue est autorisée, alors les guidons plats, ça posera pas de problème. Parce que la philosophie du gravel, c'est qu'en fin de compte, tout est autorisé. Donc nous, notre esprit, c'est de se dire, on va contre ces gens qui veulent faire des clivages. Enfin, franchement, on les emmerde tous. Le gravel, c'est ce que vous voulez qu'il soit. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font du gravel. Vous, avec votre VTT, vous êtes aperçu que vous faisiez ce qu'on peut dire du gravel. Donc vous avez réduit les pneus, vous êtes aperçu que vous avez quelque chose de plus roulant. La personne qui a un vélo de route qui roule à 21 km/h sur une nationale, quelque part, elle fait aussi du gravel dans sa lenteur, on va dire, parce que c'est ça. Hein. Et si elle avait un gravel, elle pourrait en plus aller sur les petites routes où elle s'amuserait beaucoup plus et s'ouvrir d'autres horizons, quoi. Parce qu'après, c'est ça, tout ce qui a été évoqué. Ce qui est important, c'est que le gravel permet de construire les parcours que vous avez envie et d'aller là où vous voulez et de redécouvrir votre environnement sans aucune limitation. Donc c'est pour ça, quand j'entends parler d'homologation, de normes, alors le gravel ça va être comme ça, c'est un segment de marché. Nous, la vision qu'on a, c'est le gravel, c'est la pratique du vélo au sens large. Et ce qui va devenir marginal, c'est le VTT d'un côté et le vélo de route ultra de l'autre côté. Et autour, tout le monde fera du gravel, mais avec des pneus différents, comme tu l'as expliqué, avec des modes de voyage ou d'aventure uniquement la mi-journée ou sur une semaine. C'est ça, c'est vraiment l'esprit vélo, quoi. Quelqu'un veut... J'ai rien à rajouter à ça, c'est simplement que le gravel, effectivement, c'est de la liberté. Et que cette liberté, il faut qu'elle s'exprime. Je crois qu'aujourd'hui, c'est d'aller justement, et moi ça m'arrive de rouler avec des VTTistes, et je ne les regarde pas de travers. Simplement, on est étonnés les uns et les autres de nos vélos respectivement, alors qu'on fait pratiquement la même chose. On se les regarde, bon voilà.
Je roule avec des cyclosportifs aussi sur route. La première fois qu'ils m'ont vu je suis désolé, j'ai un Caminhal, mais je ne vais pas faire la publicité, mais ils ont vu mon Caminhal, ils ont regardé ce vélo, ils m'ont dit c'est bien les freins à disque, parce qu'ils ne voulaient pas me dire il est à chier ton vélo, mais en gros ça voulait dire ça, parce que j'étais pas du tout, j'étais le vilain petit canard au milieu du peloton de mecs qui avaient des vélos à 6,5 kg, 7 kg, en carbone, donc voilà. Et ben je roulais avec eux quand même, au bout d'un moment ils m'ont accepté parce qu'ils ont vu que j'ai grimpé les côtes à peu près comme même. Pour revenir sur l'homologation, alors effectivement, demain, ASO organise, a eu le mérite d'organiser un des premiers événements gravel en France, et ça il y a 3 ans déjà. Et je pense que simplement, quand on est organisateur d'événements, on doit mettre un règlement, et qu'ils ont choisi de mettre dans leur règlement que les guidons plats de VTT n'étaient pas autorisés sur cette course-là. Après, il faudra rediscuter avec eux, effectivement, mais bon, voilà, dans le cadre d'une course, on est obligé de se conformer à un règlement. En dehors de tout ça, je crois que l'ont très bien décrit, on peut faire ce qu'on veut. Moi, ce que je pense aussi, c'est que le gravel, comme je l'ai découvert pour la première fois, je crois que vous étiez là le 25 avril à Mont-Gravel, c'était une grande découverte pour moi, parce que les gens qui viennent au gravel, c'est une autre philosophie que sur la route. Voilà. Parce que moi, je suis un routier à la base, j'ai plus de 100 000 km sur la route, et franchement, j'en ai marre du comportement des voitures et des cyclosportifs et des gens sur la route qui se la jouent grave. Et donc, le gravel m'a permis de rencontrer des gens plutôt portés sur la nature, sains, qui recherchent la même chose, c'est l'émotion. Et bon, donc c'est pour ça que le gravel pour moi est une vraie découverte. Et ce que je pense en plus, c'est qu'au niveau performance, parce que j'ai pu évaluer mes performances sur des vélos style Look à 6 kg, 6,5 kg carbone boyau, sur un parcours de 100 bornes, j'étais très mauvais descendeur sur route avec les jambes carbone. Je me suis retrouvé avec un gravel avec des freins à disque. Je descendais plus vite que mes collègues qui me trouvaient vraiment le dernier des bidons sur un vélo. Parce que j'avais des freins à disque, parce que j'avais une section de pneus de 35, avec la motricité sur la route, même sur le plat, des triathlètes au stage de Saint-Raphaël, et ils ont eu des surprises que je roulais à 45 avec un gravel, avec des pneus de 35 de section. Parce qu'en fait, quand on est bien entraîné, on a la motricité, on a la sécurité de tenue de route, et franchement en descente, c'est de la bombe de rouler à 35, avec une section de 35 des freins à disque, voilà, tout simplement. C'est ma grande découverte, c'est les gens que j'ai rencontrés au sein du gravel, pourtant je suis issu de la route, mais ça n'a rien à voir avec la route, quoi. On se parle, on discute, on échange nos émotions, des parcours, on se retrouve. Et justement dans le cadre du gravel à développer en région PACA, je pense qu'on a la plus belle trajectoire de France, et certainement ça va être Chauvin. On a des experts comme Frédéric, comme Laurent de Mont-Gravel, et on a un autre expert du côté de Vidoban qui nous permettrait de faire pratiquement une centaine de kilomètres non-stop sur des pistes forestières, sur des parcours de toute beauté. Donc on va essayer de monter ça et de le proposer au cours d'un prochain événement. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. C'est vraiment ce que je ressens aussi, moi, l'émotion, c'est ça qui me ravit, parce que moi je suis un piètre cycliste, hein, je suis pas un monstre, quoi. Mais quand je roule et que je découvre un paysage, je m'arrête, et effectivement l'émotion elle arrive, et je la ressens. Donc c'est une bonne conclusion, je crois que c'est un vélo émotion. Oui, c'est peut-être une bonne conclusion. On parle d'émotion, de partage, de liberté, parce qu'effectivement, cette pratique nouvelle casse les codes. Et je pense pas qu'elle ait vocation à en créer de nouveaux, mais simplement de permettre à chacun de faire ce qu'il a envie en dehors des pratiques très codifiées de certaines activités cyclistes aujourd'hui. Donc prenons tous du plaisir à vélo, quelle que soit sa forme, et puis continuons à rouler. Merci à tous pour votre attention. Pour tous ceux qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre, il y a quelques petits cadeaux sur la table là-bas, n'hésitez pas à vous approcher. On espère que cette mini-conférence, un peu pompeux, vous a plu. On est encore là un petit moment, donc n'hésitez pas, venez discuter avec nous et reposer vos questions aux experts qui sont ici. Merci encore et très bon rock à tous.